Dans le narratif que j'entends, tout se passe comme si les patrons de l'Europe, c'est les Américains, c'est toujours eux. Et ils nous disent avec qui on doit s'allier, avec qui on ne doit pas s'allier, ce qu'on doit faire, notre organisation de sécurité, qui on doit écouter, qui est méchant, qui est bien, si on doit étendre l'OTAN ou pas. Vous me direz, on ne peut pas accuser les Américains de cette impuissance européenne, c'est les Européens eux-mêmes qui ont longtemps vu l'OTAN comme un confort qui leur permettait d'investir peu dans leur budget militaire. Et là, de ce point de vue, Trump n'avait pas tort. Quand Trump avait dit l'OTAN, il avait remis en question l'OTAN, mais c'était faux qu'il voulait sortir de l'OTAN. C'est sa façon de négocier, rajouter un peu plus de fric, parce qu'on en a marre de payer pour vous. Quelque part, il était franc. Mais donc, c'est les Américains qui disent ce qu'on doit faire, en gros. Et en ce qui concerne l'impérialisme non territorial, il faut avouer que les Américains sont beaucoup plus forts que les Russes, parce que les Américains savent gagner les cœurs. Moi, je dis souvent à mes étudiants, qu'est-ce que vous ne mangez pas, vous n'écoutez pas, vous ne regardez pas, vous ne pensez pas, qui ne soit pas conçu par des multinationales américaines ou des applications américaines ou des modes de consommation américaines. Depuis Edward Bernays, les Américains sont très forts pour produire une prospérité qui tente, un consumérisme qui tente, qui est fondé sur un désir entretenu, consumériste. C'est vrai que les Russes, ils ne proposent pas une grande prospérité. Même quand ils vont voir leurs propres frères russophones ou d'origine russe du Donbass ou ailleurs, c'est vrai que les Russes, on voit la Transnistrie d'ailleurs, on voit l'Ossétie et l'Abkhazie qui ont été reconnus comme sécessionnistes que la Russie a aidé dans l'affaire de 2008, qui était une répétition de ce qu'il y a maintenant. L'Amérique est tentatrice. Elle tente parce qu'elle a un modèle qui est tentant. C'est la consommation, c'est l'American Dream, c'est les stars. L'Europe, effectivement, accuse la Russie d'annexer un territoire. Et l'Europe atlantiste voit l'Amérique toujours comme un libérateur. Mais l'Amérique occupe l'Europe. L'Amérique occupe l'Europe dans pratiquement tous les domaines de la pensée, des modes, de la consommation, des systèmes d'application, des systèmes de paiement, de pratiquement tout. Et la grande erreur, là, il y en a une, des Américains, c'est d'avoir relancé ou d'avoir accéléré le processus de dédollarisation qui, à mon avis, à court terme, ils sont en train de tout rafler. Ils raflent la mise en ce moment, les Américains. Ils vendent leurs armes. Le mari de Kamala Harris est un lobbyiste pour 3 grandes sociétés d'armement, dont Lockheed Martin. Donc on sait très bien qu'il y a un intérêt aussi de relancer la machine d'armement, de vente d'armes, mais aussi, pas uniquement de gaz de schiste, mais aussi l'armement. Donc il y a un intérêt, immédiat. Il y a la puissance américaine symbolique et industrielle, et à côté de ça, on a une Europe qui ne sait exister que dans cet espace euro-atlantique qui en fait a été pensé par les stratèges américains et anglais Mackinder, américain Spikeman et Mahan, c'est ceinturer une Russie qui doit être ramenée aux steppes, privée de l'Ouest et privée du Sud. Et c'est pas que Brzezinski qui le dit quand il dit que sans l'Ukraine, la Russie n'est plus un empire, c'est pratiquement toute la pensée stratégique américaine, pas forcément l'Ukraine, mais priver la Russie d'un accès à l'Ouest et au Sud pour qu'elle soit ramenée aux steppes et au froid. Alors vous me direz, on me répond parfois, oui, mais la Russie ne devrait pas se plaindre si elle est un petit peu ramenée vers les steppes, parce qu'elle a le plus grand territoire du monde. Sauf que ce qui l'intéresse, c'est l'Ouest et le Sud, et c'est là que se passe, jusqu'au pivot économique asiatique et en cours, hein, c'est là que se passent les échanges mondiaux. Et voilà, ce qui se passe en ce moment aussi, qui est très intéressant, c'est que par ce moralisme sanctionneur américain, où on associe le dollar à des sanctions, et là, je pense que c'est peut-être la vraie vulnérabilité des États-Unis, leur moralisme sanctionneur, qui en fait vous raquette avec de la morale. Ça, c'est extraordinaire. BNP Paribas a une amende de 10 milliards d'euros payable directement au Trésor américain au nom d'un moralisme qui dit que BNP Paribas s'est mal comporté en étant avec des méchants États. Ça, c'est assez extraordinaire. Donc le monde est racketté par un empire qui en plus est aimé par les rackettés. Et les rackettés sont contents d'écouter, de manger, de penser américain. Le moralisme américain universaliste qui veut étendre son modèle partout et le big stick et punir les méchants et condamner les méchants est en train d'associer le dollar à une monnaie risquée qui va un jour faire en sorte que tous ceux qui l'utilisent peuvent être sanctionnables. Parce que quand vous êtes sanctionné par les lois de Joe D'Amato, Burton, toutes les lois extraterritoriales, c'est par rapport à US person, une personne, une entité, une pièce détachée, un acteur, une monnaie, un système de paiement américain. Donc ils sont en train d'associer avec ces méga sanctions que l'Europe suit bêtement, ils sont en train d'associer le dollar à une monnaie risquée
qui fait qu'un Saoudien aujourd'hui se dit un jour je peux être racketté. S'ils ont saisi les biens des Russes, ils vont saisir un jour les biens des Saoudiens dès qu'il y aura un problème d'alternance, etc. Les Philippins commencent à avoir peur. Il y a même une tendance maintenant néo-anti-américaine récente, très très récente. On a des gens au Brésil, que ce soit Lula, l'extrême gauche ou la gauche, ou Bolsonaro, le populiste de droite, ils sont d'accord sur un truc, c'est que ces sanctions sont dangereuses. Donc le monde multipolaire, 80% de l'humanité, Chevènement a dit 82, d'autres disent 74, mais plus de 70% de l'humanité considèrent ça comme un racket international, et ils se disent il va falloir peut-être penser à des systèmes de paiement et des systèmes d'application et une monnaie alternative au dollar qui est devenue synonyme non plus de confiance. Normalement, une monnaie repose sur la confiance. Le dollar repose sur une dette et sur un risque aujourd'hui. Donc il va y avoir un processus de dédollarisation qui va être dramatique pour l'Empire américain, car son empire repose en partie sur une monnaie qui a été imposée à tout le monde pour les paiements, notamment des matières premières. Allez, Harold.